L'espace, ça revient vraiment sur le devant de la scène, hein. Entre Musk qui rêve de Mars, la NASA qui retourne sur la Lune, on parle de nouveau beaucoup de voyages interstellaires. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelques, disons, obstacles majeurs, des trucs fondamentaux qui pourraient bien nous clouer au sol? Ah, tout à fait. Aujourd'hui, justement, on explore ça, les défis physiques, biologiques, technologiques des voyages spatiaux vraiment lointains. On va essayer de regarder froidement les chiffres, les lois de l'univers. Exactement. Et il faut commencer par le début, hein. Déjà, juste quitter la Terre. C'est une lutte énorme. L'astrophysicienne Yael Nazé parle très bien de puits gravitationnel. En gros, on est au fond d'un trou énergétique. D'accord? Pour en sortir, prenons la fusée Saturne V, celle d'Apollo. C'était 3000 tonnes au décollage. Et la quasi-totalité, c'était quoi? Du carburant. Ah oui. Tout ça juste pour atteindre l'orbite basse. À peu près 28 000 km/h. C'est rapide, hein, le tour de la Terre en 1 heure et demie, mais ça reste notre banlieue, vraiment la banlieue très proche. 28 000 km/h et c'est juste la banlieue. Alors pour aller plus loin, la Lune par exemple, c'est 384 000 km. Il faut monter à quoi 40 000 km/h? C'est ça. Et Mars, alors là, la distance varie beaucoup, mais en moyenne, c'est 225 millions de kilomètres. Millions, oui. Donc là, on parle de 6 à 9 mois de voyage, avec des fenêtres de lancement très précises, et puis l'exposition aux radiations, la microgravité. C'est déjà une autre échelle, clairement. Absolument. Et pourtant, même Mars, ça reste, comment dire, le jardin, quoi. Le vrai défi, le saut gigantesque, c'est l'interstellaire. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche. 4,24 ans-lumière. 4,24 années-lumière. Ça fait combien en kilomètres, ça? Quelque chose comme 40 milliards? C'est ça. Ouais. Oui, 40 billions de kilomètres, environ. L'analogie qu'on trouve souvent, c'est si le Soleil est une orange à Paris, Ah oui, je l'ai lu celle-là. Proxima, c'est une autre orange à San Francisco. Ça donne une idée du vide immense qu'il y a entre les deux. Difficile à imaginer, ouais. Et c'est ça le cœur du problème, les distances. Et donc, le temps de trajet. Nos technologies les plus rapides, comme la sonde Parker qui frôle le Soleil, Oui, elle atteint des vitesses folles, près de 600 000 km/h. impressionnant, non? Carrément. Même avec ça, pour aller sur Proxima, il faudrait... Attends. Environ 6700 ans. 6700 ans? Oui. Et avec une sonde comme New Horizons, qui a survolé Pluton, on passe à 78 000 ans. Non mais, c'est inimaginable. Ça dépasse notre échelle de temps, hein. Humaine, historique, tout. C'est exactement ça, des durées inhumaines. Ce qui nous amène directement au problème de l'énergie, du carburant. La fameuse tyrannie de l'équation de Tsiolkovsky. C'est ça. Précisément, pour faire simple, plus tu veux aller vite, plus il te faut de carburant. Logique. Oui, mais ce carburant, il a une masse. Et cette masse, il faut aussi l'accélérer. Ah, d'accord. Ce qui demande encore plus de carburant. C'est un cercle vicieux, et c'est exponentiel. Donc en gros, pour aller vraiment vite, il faudrait une quantité de carburant absurde. Absurde, c'est le mot. Avec la propulsion chimique actuelle, celle de nos fusées, basée sur la combustion, on oublie l'interstellaire. Il faudrait plus de carburant que l'univers observable, quasiment, pour atteindre une fraction intéressante de la vitesse de la lumière. Bon, ok. Les fusées classiques, c'est réglé. Quelles sont les alternatives alors? On explore quoi et pourquoi ça bloque? Alors, des idées, il y en a. La propulsion nucléaire, par exemple. Soit thermique, soit plus exotique, comme le projet Orion, qui voulait utiliser des mini-explosions nucléaires. Des bombes? Oui, bon, c'est plus puissant, certes, mais loin d'être suffisant pour l'interstellaire. Et puis, il y a les problèmes évidents, radiation, sécurité, les traités internationaux qui interdisent ça. D'accord, compliqué. Autre chose? La fusion nucléaire, ça c'est un peu le Graal théorique. Des projets comme Daedalus ou Icarus imaginaient atteindre 10, peut-être 15% de la vitesse de la lumière. Ah oui, là, ça change la donne. Énorme bondi. Sauf que, on ne maîtrise absolument pas la fusion contrôlée sur Terre, alors dans l'espace. Et puis, il faudrait le carburant, l'hélium 3 par exemple, où le trouver? Sur la Lune, Jupiter, la logistique est démentielle. Ok, donc la puissance brute, c'est pas gagné. Et les méthodes plus subtiles? Les moteurs ioniques? Les voiles solaires? Oui, alors les moteurs ioniques, c'est très efficace niveau carburant, ça consomme très peu. Le hic, c'est que la poussée est minuscule. Ah! Il faudrait des années, des décennies, peut-être des siècles, juste pour accélérer. Pas idéal pour un voyage rapide. Pas vraiment, non. Les voiles solaires, poussées par la lumière du soleil ou par des lasers depuis la Terre, c'est une super idée pour des nanosondes, toutes petites.
Le projet Breakthrough Starshot vise Proxima en 20 ans comme ça. 20 ans, c'est mieux. Oui, mais pour un vaisseau habitable, il faudrait une voile immense, des kilomètres de diamètre. Et puis, comment on freine en arrivant? Gros problème. Et le statoréacteur Bussard. L'idée de ramasser son carburant en route. Ingénieux, hein? Collecter l'hydrogène qui traîne dans l'espace. Sauf que l'espace est incroyablement vide. Il faudrait un entonnoir, un collecteur gigantesque qui lui-même créerait une énorme traînée, donc freinerait le vaisseau. Ça ne marche pas bien. Et l'antimatière. Le truc ultime de la science-fiction. À l'antimatière. E égale mc carré, le rendement énergétique maximal, théoriquement, le carburant parfait. Mais on en produit des quantités infinitésimales, genre quelques atomes, à des coûts faramineux. Et le stocker, le manipuler, c'est aujourd'hui totalement hors de portée. Donc tu vois, on bute souvent sur des obstacles physiques fondamentaux, pas juste des problèmes technologiques à résoudre. C'est assez démoralisant côté technique. Mais imaginons, juste pour voir, imaginons qu'on trouve une solution pour la propulsion. Le vaisseau monde, cette arche qui voyage pendant des siècles, est-ce que nous, les humains, on est fait pour ça? C'est l'autre montagne des défis, oui. D'abord, l'aspect technique. Créer et maintenir un écosystème parfaitement fermé, 100% autonome et stable pendant des centaines, voire des milliers d'années. C'est déjà un pari fou. On n'y arrive déjà pas sur Terre. Exactement. Et puis, il y a l'humain, la psychologie. Vivre confiné si longtemps, les aspects sociaux, éthiques. Comment on maintient une motivation, une cohésion sociale, une gouvernance stable sur des générations qui ne verront jamais ni le point de départ ni l'arrivée? C'est vertigineux. Et la biologie? Notre corps, il dit quoi? Il dit qu'il n'est pas fait pour ça. Clairement pas pour l'espace lointain et sur de longues durées. Hors de la protection de la magnétosphère terrestre, les radiations cosmiques sont beaucoup plus intenses. Elles sont cancérigènes, dangereuses pour le cerveau. Aïe. L'absence de gravité, la microgravité, ça cause une perte osseuse, musculaire, des problèmes cardiaques, de vision. Ça affaiblit le système immunitaire. On ne sait même pas si la reproduction humaine est possible dans ces conditions sur le long terme. On pourrait créer une gravité artificielle, en faisant tourner le vaisseau? Oui, c'est l'idée classique. Mais ça demande une structure immense et ça consommerait énormément d'énergie en continu. Bref, on est vraiment adapté à notre bonne vieille Terre. Et puis, il y a le mur ultime, la limite inenfranchissable a priori, la vitesse de la lumière. La fameuse limite C. Voilà. Selon la relativité d'Einstein, rien avec une masse ne peut l'atteindre, et encore moins la dépasser. Sans l'approcher, ne serait-ce qu'à 10% ou 20%, ça demanderait déjà des quantités d'énergie inimaginables, pour accélérer et surtout pour freiner. Et même si on y arrivait? Même là, à ces vitesses folles, le moindre grain de poussière interstellaire devient un projectile hyper dangereux, un impact potentiellement explosif. Et puis, la navigation, la communication, tout devient extrêmement complexe. Reste la science-fiction pure alors. Les trous de verre, le warp drive d'Alcubierre, est-ce qu'on peut tricher avec les lois physiques? Ah, ça fait rêver, c'est sûr. Mathématiquement, ces concepts sont intrigants, mais pour fonctionner, ils nécessitent ce qu'on appelle de la matière exotique. C'est-à-dire? Une substance hypothétique avec des propriétés bizarres, genre une masse négative ou une densité d'énergie négative. Un truc qu'on n'a jamais observé, qui violerait peut-être même certaines lois fondamentales qu'on connaît. Et il en faudrait des quantités. Astronomique? Donc, pas pour demain? Pour l'instant, ça relève plus de la spéculation mathématique, voire de la magie, que de la physique appliquée, soyons clairs. Donc, si on essaye de faire un bilan réaliste, basé sur ce qu'on sait aujourd'hui, le voyage interstellaire habité, surtout le voyage rapide, type Star Trek, ça semble vraiment hors de portée. Hors de portée actuelle ou hors de portée tout court? C'est la question. Actuelle, c'est certain. Peut-être même future, à moins d'une révolution complète de notre compréhension de la physique. Les obstacles, les distances, les énergies, le temps, les dangers biologiques, les lois physiques elles-mêmes forment comme une muraille immense devant nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce constat? On arrête de rêver aux étoiles? Non, pas forcément arrêter de rêver, mais peut-être recadrer le rêve. Il faut faire la différence entre un défi technologique, qu'on peut espérer surmonter un jour avec de l'ingéniosité, et une limite physique fondamentale, comme la vitesse de la lumière ou la conservation de l'énergie. Compter sur une future découverte miracle qui changerait tout, ce n'est pas vraiment un plan. Et ce constat, cette quasi-impossibilité de partir ailleurs facilement, ça a une conséquence assez profonde, je trouve. Ça change complètement notre regard sur la Terre. Ah oui, comment ça? Ce n'est plus juste une étape,
Une planète de départ qu'on pourrait épuiser avant de déménager. Ça devient notre unique maison connue. Une oasis incroyablement précieuse, unique, dans un cosmos qui est vaste, oui, mais aussi largement vide et hostile pour nous. C'est une pensée finale assez puissante, ça. Et si finalement la plus grande aventure, la conquête la plus essentielle pour l'humanité, ce n'était pas tant de chercher à s'échapper vers les étoiles, mais plutôt d'apprendre enfin à vivre ensemble et de façon durable sur notre petit caillou bleu. N'est-ce pas là que se trouve le vrai défi, le plus urgent et peut-être même le plus noble?